Donc, on a constitué une banque de données. Celle-ci couvre la période 2000-2010. Et donc, c'est 109 projets, en gros, qui sont étudiés, des projets qui ont fait l'objet d'une enquête et d'une audience publique, donc avec un avis du BAP et une décision. Juste pour décrire rapidement les activités du BAP, on parle donc comment on mesure exactement donc la masse d'activités. Donc, un indicateur qui est développé par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, c'est la notion de jour-mandat. On voit donc que ça comprend la période d'information, d'audience, de médiation, et aussi plus récemment l'assistance aux municipalités régionales de comté. Grosso modo, on voit donc une augmentation des activités du Bureau d'audience publique depuis 1999 qui monte en flèche, jusque donc à 2300 et plus de jours mandat, et une chute importante à partir de 2007-2008. Donc, une première question qu'on se pose, c'est comment expliquer cette chute-là, parce que depuis la création du BAP, on sait, par les autres données qu'on a, mais qu'on n'a pas systématisées pour l'instant, qu'il y a une croissance qui s'observe plus fortement. C'est pour ça qu'on l'a appelé la période d'expansion. Mais là, les 3 dernières années, on est un peu surpris. Est-ce que c'est la crise économique? Est-ce que c'est le changement à la direction de l'institution, le nouveau président du BAP? Bref, c'est un peu le genre de questions que suscite l'organisation différente des données de façon quantitative. Ensuite, on voit une distribution géographique des projets sur la décennie. On voit que les 17 régions administratives du Québec sont assez bien représentées. Donc, de ce côté-là, il y a peut-être 2 régions où on retrouve moins de projets, mais on peut dire donc que le BAP a eu des activités à l'échelle de la province, bien que, encore une fois, ce découpage-là en région administrative reste à justifier. On le fait parce que c'est souvent comme ça qu'on présente les activités du point de vue de l'administration publique, mais peut-être qu'un découpage urbain-rural serait plus pertinent pour regarder ça. Donc, ce n'est pas une diapo dans laquelle on peut s'insérer très longtemps. De toute façon. Donc, ensuite, comment ces activités du BAP se distribuent en termes de projets? Comme Mario l'a dit plus tôt, on a 3 grandes catégories de projets qui occupent les activités du BAP à l'échelle de 70%. Ce sont les lieux d'enfouissement technique et sanitaire, les centrales de production électrique où on retrouve une forte présence, là, comme dans le cas des LET et LES, du privé, parce que ces dernières années, il y a des projets en énergie éolienne qui ont fait intervenir le privé. 2 minutes, ok, on tourne. Donc, de ce côté-là, on voit un changement récent qu'on voit dans les statuts du promoteur. On voit que de 78 à 96, donc une étude qui avait été réalisée par Michel Gariepi, un collègue de l'Université de Montréal, montrait qu'il y avait une part importante des acteurs publics, Hydro-Québec, le ministère des Transports du Québec et autres projets publics, qui représentaient un pourcentage très important des projets, et le privé qui occupait seulement 29% des projets. Dans notre analyse plus récente, on voit sensiblement les mêmes résultats pour Hydro-Québec et la MTQ, donc 2 promoteurs très importants qui, peu importe les années, mobilisent le débat public. Mais la part du privé qui augmente énormément par rapport aux premières années. Et ça s'explique, on pourra revenir en discussion s'il y a des questions à ce sujet-là. Ensuite, ce qu'on a fait avec nos 109 projets, c'est de catégoriser les avis du BAP. On a donc créé 3 catégories, les avis favorables, les avis acceptables et les avis défavorables. Ce qu'on remarque sur la décennie, c'est qu'il y a une part assez petite donc, de projets qui reçoivent un avis défavorable, 15% par rapport à un avis acceptable, où souvent le BAP va formuler son avis en disant le projet semble justifié à condition que, ou le projet pourra se réaliser dans la mesure où, ce genre de phrases-là qui, en fait, qu'on considère comme des avis positifs, mais à certaines conditions. Quand on regarde par la suite les décisions gouvernementales, c'est-à-dire les décrets qui sont adoptés par
le gouvernement, on voit donc une très forte proportion de projets, 83% des projets qui sont autorisés, alors qu'on a 7% des projets qui sont en attente et 7% des projets qui sont abandonnés. En attente souvent parce que les décrets peuvent prendre un certain temps. Ça ne veut pas dire que les projets sont abandonnés, mais on attend, parce que notre période est assez récente, 2000-2010, certains projets n'ont pas encore eu de décret. Et 3% seulement des projets qui sont refusés. Donc, où le gouvernement va prendre position en disant finalement que ces projets sont refusés. Donc, une très petite partie par rapport à 15% de projets qui sont jugés défavorables. Donc, quand Mario dit il y a une remise en question du BAP, il y a parfois la crédibilité du BAP qui est critiquée, c'est peut-être en fonction justement de cet écart-là qui existe entre le 15% d'avis qui sont défavorables, où franchement le BAP ne souhaite pas que ces projets-là soient réalisés, et le gouvernement qui n'en refuse que 3%. Donc c'est le lien entre avis et décision qui nous intéresse. Avis du BAP en situation de forte participation, l'hypothèse qu'on faisait, c'est que lorsque il y a une forte participation du public, il y a plus de chances que les avis soient défavorables. Donc, on regarde particulièrement les projets qui ont une forte participation et on se rend compte que les avis défavorables doublent dans ces cas-là. Bien sûr, on est sur des petites quantités de projets, là, dès qu'on parle de projets à forte participation, mais on passe de 15% à 29%. Une fois qu'on a essayé de voir le lien ou l'effet de la participation sur les avis, notre autre objectif, c'est d'analyser plus en profondeur les décrets pour dire, est-ce qu'on peut retrouver les effets de la participation dans la décision? Et le postulat qu'on fait, fort qu'on fait là-dessus, c'est aussi que la fabrique de l'action publique va se faire par la suite en fonction des décisions. Les décisions vont marquer, les décisions vont être répétitives. Et donc, c'est de découper ou d'analyser ces décisions-là en fonction des conditions de décret. Un décret gouvernemental peut comprendre parfois jusqu'à 30 conditions. Et donc, on a proposé une catégorisation des conditions en 3 grandes catégories. Les catégories qui touchent l'environnement, les catégories qui touchent la dimension sociale et des dimensions plutôt de type économique. Et notre idée, éventuellement, ça va être aussi de revenir sur les avis du BAP pour voir quel écho les avis du BAP ont sur les décrets, en découpant également les avis de cette manière-là. Donc, en essayant de retracer, en fait, le débat public par les avis du BAP, parce que dans les avis, il y a aussi des recommandations qui sont faites dans la décision, et ultimement de dire ces décisions-là, parce qu'elles sont publiques, parce qu'elles vont définir les projets, vont par la suite avoir un effet fort sur l'action publique. Donc, ce qu'on retrouve rapidement, on distribue les conditions de décret en fonction des types d'avis, et une hypothèse qu'on fait, c'est qu'en fonction des avis du BAP, on va avoir des types de décrets différents. Donc, on se rend compte bien sûr que la plupart des conditions touchent des dimensions environnementales des projets, hein, 86%, 92%, 90%, mais par la suite, on se rend compte que certains, il y a des projets, enfin, des conditions de décret qui vont être plus nombreuses en fonction des avis du BAP. Donc, 0 minute. Et donc ça, c'est l'hypothèse forte qu'on fait, c'est d'essayer de retracer dans les décrets, dans une analyse fine des décrets, les échos du débat public. Oui, les grands constats. Pistes. Ben, il faut s'arrêter. Ouais. Les pistes. Les pistes, ben, en fait, peut-être si tu permets, oui. Oui. En fait, il est clair que c'est une parenthèse dans notre programme de recherche, ce qu'on vient de vous montrer. Il est clair que notre intention est de faire dialoguer, de se servir de cette banque de données, de cette analyse des rapports entre participation, décision et action publique, de se servir de ça pour revenir à une approche beaucoup plus près de la fabrique de l'action publique, notamment en passant par la réalisation de nouvelles monographies. Mais on pense que cette banque de données-là va nous permettre d'entrer dans les activités du BAP autrement.
avec une nouvelle, en abordant par exemple par les promoteurs, par la question associative, par toutes sortes d'autres entrées. Et c'est dans ce sens-là qu'elle ouvre beaucoup de pistes de recherche.